aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que la majeure partie d'entre vous connaissent, ou en tout cas auquel certains d'entre vous ont été exposés. C'est Alexa et c'est les assistants en général. Donc, je me présente, Philippe Daly, je suis le General Manager d'Alexa Skills. Donc, c'est une équipe qui a la charge d'aller au contact de développeurs, petits et grands, et de leur mettre dans les mains les outils qui vont leur permettre de décliner des expériences au travers de ce qu'on appelle des skills, qui sont ni plus ni moins que des applications pour la voix, et qui vont être disponibles sur un store. Et Alexa va pouvoir passer la main à ces skills, et vous allez pouvoir personnaliser votre expérience. Donc, c'est une équipe qui est basée à Paris, qui est composée de business développeurs, de solution architectes, de marketeurs et d'évangélistes. Donc, on a eu une session un petit peu plus tôt dans la journée avec Benoît Nachawati, qui est notre évangéliste, et qui prêche la bonne parole auprès des développeurs pour leur expliquer quelles sont les opportunités derrière Alexa. C'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui ensemble. Et le plan que je vous propose, c'est de voir un petit peu dans quelle mesure Alexa, c'est un nouveau paradigme, c'est un nouveau modèle comparable à ce qu'on a pu voir au moment où le mobile s'est lancé, de définir un peu plus précisément ce que sont les skills, donc ces applications pour la voix, et de voir qu'il y a pas mal de marques qui ont déjà fait le choix de concevoir des expériences qu'elles exposent quotidiennement aux clients qui ont des appareils sur lesquels Alexa tourne, et on va voir comment on peut promouvoir ces skills et comment elles peuvent être découvertes par les clients. Donc, petit flashback, on considère aujourd'hui que l'avènement de la voix est quelque chose d'aussi important que le mobile ou les interfaces graphiques ou que le web dans les décennies qui se sont écoulées. Pourquoi ? Parce que d'une manière ou d'une autre, vous utilisez déjà un petit peu la voix dans vos interactions, que ce soit avec du mobile ou avec différents assistants. Et c'est un petit peu ce que traduit ce chart, qui dit fondamentalement que la rupture, elle est maintenant. Et la rupture, il faut l'accompagner. Et c'est un petit peu le postulat qu'on prend, c'est-à-dire se rendre disponible et accompagner des développeurs, petits et grands, dans la façon dont ils vont pouvoir concevoir des expériences. Donc la vision qui a présidé initialement au lancement d'Alexa, c'est Star Trek. Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, avait cette vision d'un ordinateur omniscient, présent au sein d'un appareil qui s'appelait Enterprise, qui était le véhicule de l'appareil, le vaisseau spatial de Star Trek, et qu'on pouvait solliciter un petit peu quand bon nous semblait, et qui était capable de vous donner des informations avec un niveau, entre guillemets, de roublardise assez modéré, c'était pas très très drôle, mais qui était très précis et qui était instantané dans les réponses qui étaient données aux passagers d'Enterprise. Et c'est un petit peu cette vision-là qui, en 2014, a incité Amazon à essayer de prendre ce sujet à bras-le-corps et de définir une expérience qui serait une rupture pour les clients. Et quand on parle de rupture pour les clients, il faut vraiment se mettre en tête que ce qui est fondamental pour Amazon, c'est vraiment l'expérience client. Donc, on travaille tous les jours à redéfinir cette expérience client, on se challenge, on est extrêmement critique. Et un des moyens, si vous êtes client à Amazon, de bien comprendre ça, c'est le fait de pouvoir donner des commentaires. Et donner des commentaires, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on donne un pouvoir au client, il a la capacité de s'exprimer, de dire en quoi il a été satisfait d'une expérience ou pas. Et plus largement, on le verra par la suite, pour des développeurs, c'est aussi super utile parce qu'ils vont savoir ce que les clients souhaitent voir en termes d'amélioration de l'expérience. Donc le client est au cœur de l'expérience. Et ce qui était important pour nous, c'était aussi de s'assurer qu'on était capable de l'accompagner dans la préhension de ces nouveaux usages. Et ces nouveaux usages, c'est de pouvoir finalement être exposé à cette intelligence qui est Alexa, qui est disponible dans les appareils de la famille Echo, mais aussi dans d'autres appareils, puisqu'on donne la possibilité à des constructeurs d'intégrer Alexa au sein de leur production. Un exemple, c'est la Freebox Delta. Vous avez peut-être suivi, mais Free a décidé en décembre 2018 de choisir Alexa comme étant l'intelligence qui allait être embarquée dans la nouvelle Freebox Delta qui, aujourd'hui, s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires. Ça, c'est des informations qui sont publiques puisque Free a communiqué dessus. Donc, on accompagne des clients dans cette rupture en termes de comportement aussi, puisque cette intelligence, elle va être disponible dans tous les endpoints et dans tous les devices que vous allez positionner chez vous, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans le salon, que ce soit dans la salle à manger, et vous allez être en capacité de lui poser des questions et elle va pouvoir vous accompagner. Bon, pour revenir un petit peu sur la façon dont
on a conçu Alexa, c'est une combinaison assez savante de beaucoup de choses, notamment de cloud computing, de machine learning. C'est un process extrêmement itératif pour apprendre à une intelligence, ne serait-ce que de parler une langue. Comparez ça à, finalement, apprendre une langue à un enfant. Au début, elle ne sait rien. Elle sait littéralement rien. Elle se trompe assez souvent et il faut corriger et réitérer pour affiner finalement la pertinence des réponses qu'elle va pouvoir donner. Donc c'est un process qui est très long, on est encore en cours d'apprentissage et tous les jours on voit des évolutions et des évolutions positives. Vient s'ajouter à ça une nouvelle catégorie de produits avec lesquels les clients vont pouvoir interagir. Ça veut dire que vous pouvez poser des questions à Alexa. Naturellement, elle va savoir un certain nombre de choses, mais elle va aussi atteindre son seuil d'incompétence dans certains cas. Et entre guillemets, ça nous va. Ça nous va dans le sens où il faut qu'on soit en capacité de passer la main à des marques et à des services qui sont sachants et qui savent mieux répondre qu'Alexa. Et c'est tout le principe des skills. Pour parler un petit peu plus de la famille de devices sur lesquels Alexa est présente, vous avez la famille Echo, donc petits et grands, Echo Dot, Echo Spot, le radio réveil, Echo Show avec l'écran. Très récemment, on a annoncé vendredi dernier le lancement du Echo Show version 5, qui est un petit peu plus petit que celui-ci. Et ça vous donne aussi une indication sur le fait que l'écran, malgré tout, est un élément constitutif de l'expérience. Par défaut, il faut concevoir une expérience qui soit basée sur de l'audio. Mais pour mieux accompagner les clients dans la façon dont il va appréhender Alexa et dans les résultats qu'elle va pouvoir lui fournir, il est aussi important d'avoir des repères visuels. Et c'est dans ce sens-là qu'on a développé une technologie qui s'appelle APL et qui va permettre aux développeurs d'accompagner et d'augmenter l'expérience audio via ces repères visuels. Ce n'est pas du HTML5, mais c'est une technologie qui permet d'avoir justement une expérience augmentée. Vous avez aussi un petit peu à gauche la Fire TV, donc ça c'est une set-top box. Aujourd'hui, Alexa fonctionne sur la Fire TV, donc vous pouvez l'interroger via votre remote controller. Ce n'est pas encore disponible en France, mais ça ne saurait arriver, ça ne va pas tarder en tant que tel. L'idée étant de bien garder en tête qu'on a non seulement la volonté de rendre Alexa disponible dans toute cette gamme de produits Echo, mais plus largement, on souhaite aussi accompagner des producteurs pour qu'ils l'intègrent au sein de leur device. Ici, je voudrais parler d'un point qui est assez critique, qui est quelle était la vision initiale. La vision initiale, vous l'avez en haut à gauche, c'est d'avoir Alexa à domicile, dans différents endroits de l'appartement. Mais la façon dont on avance dans le temps, c'est qu'aujourd'hui, Alexa doit être disponible partout et doit pouvoir accompagner le client dans sa Customer Journey. Avec Amazon, avec Echo Auto, en haut à droite, on prolonge finalement cette expérience-là. Ça veut dire que vous pouvez très bien entamer une Customer Journey le matin chez vous, interroger Alexa, lancer un podcast, commencer un jeu, et vous pouvez poursuivre cette expérience-là sur votre compte, directement dans votre véhicule. Pour aller plus loin, on est aussi aujourd'hui en train de travailler à une façon d'intégrer Alexa dans des modes de travail beaucoup plus collaboratifs. Donc, Alexa for Business est une solution, un programme qui permet notamment d'utiliser Alexa au sein d'une société et d'avoir une espèce de wall garden restreint pour l'usage d'Alexa au sein de cette société, de pouvoir notamment utiliser Salesforce, consulter ses opportunités, de pouvoir réserver des salles ou d'enregistrer des conversations, de pouvoir échanger simplement. Et puis un autre programme qui est intéressant et qui dit aussi quelque chose sur l'appétit qu'une catégorie économique peut et a trouvé dans Alexa, c'est Alexa for Hospitality. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver Alexa au sein de chaînes d'hôtels, notamment Marriott. Et donc, on offre un programme qui donne la possibilité à Marriott de définir l'expérience qu'il souhaite pouvoir offrir aux clients qui visitent Marriott. Je vais revenir sur quelques chiffres importants. Donc, Alexa, on considère que c'est le voice assistant aujourd'hui leader sur son segment de marché. Il y a plus de 100 millions de devices qui intègrent Alexa maintenant et qui ont été vendus. Et parmi ces 100 millions de devices, on a la croyance que les clients engagent majoritairement avec ces devices. Si je prends un parallèle, vous avez des assistants qui sont disponibles aujourd'hui sur des smartphones. Ces smartphones préembarquent cette solution, mais la question à se poser, c'est est-ce que
véritablement le client, quand il a décidé d'acheter ce smartphone-là, c'était réellement pour avoir cet assistant. Les 100 millions de devices qu'on a vendus, on a quasiment la certitude que les clients les ont achetés spécifiquement pour pouvoir interagir avec Alexa, ce qui milite pour dire que l'engagement est bien plus fort. C'est aussi un feedback qu'on reçoit des développeurs avec lesquels on travaille. Alexa est présente dans 14 pays, dans la langue locale et dans 80 pays en anglais. Et pour parler de quelques métriques qui vont vous donner un sens du raz-de-marée qu'est la voix aujourd'hui, il y a plus de 50 milliards de recherches qui sont formulées aujourd'hui par la voix, et d'ici 2020, ce sera environ 200 milliards. Donc c'est non seulement l'usage que vous faites par exemple de WhatsApp ou du fait de dicter un SMS, mais c'est aussi et surtout l'usage des voice assistants. Il y a plus de 70 millions de foyers US équipés en smart speaker d'ici 2022. Et en France, selon les chiffres de Médiamétrie, aujourd'hui, on est à 4 millions de smart speakers, avec une tendance qui est forte, puisque d'ici 2020, on devrait atteindre à peu près 10 millions. Et 73% des smart speakers se trouvent dans le salon. Sachant que cette donnée, elle est un peu à modérer, dans le sens que c'est une vision très US. La configuration des domiciles étant un petit peu différente, on peut raisonnablement penser que Alexa trouve aussi sa place dans d'autres emplacements comme la salle à manger, la chambre, et un peu où vous voulez la mettre d'ailleurs. Pour parler d'un service qui s'appelle Alexa Voice Service, c'est le service qui consiste à accompagner des manufactureurs dans l'intégration d'Alexa dans leurs appareils. Et l'exemple que je vous donnais de Freebox est assez éloquent, et c'est une vraie rupture en termes de choix, d'avoir choisi Alexa pour l'intégrer au sein de cette Freebox Delta qui était très attendue. Et ça dit aussi quelque chose autour du fait qu'on souhaite que Alexa soit à peu près partout. Ça peut sonner très agressif de vouloir dire qu'Alexa devrait être partout. Mais en réalité, c'est simplement une fonctionnalité qu'on offre à des développeurs ou à des manufactureurs de pouvoir l'intégrer dans les devices qu'ils conçoivent parce qu'ils pensent que c'est une façon de contribuer à améliorer l'expérience client. J'aimerais revenir sur un point qui est fondamental et qui est finalement quasiment le cœur de l'interaction entre Alexa et les développeurs, et ce sont les skills. Les skills, ce sont, une fois encore, ni plus ni moins que des applications pour la voix. Donc, imaginez un territoire et des fonctionnalités où on donne la possibilité à des développeurs de concevoir l'expérience qu'ils souhaitent pouvoir exposer à leurs clients. Il y a énormément de catégories sur lesquelles des développeurs peuvent créer des expériences, les plus importantes étant la catégorie news, la musique, l'écoute de la radio. C'est en termes d'engagement aussi des catégories où on voit des choses fortes se passer. La domotique est également un sujet très important et c'est un sujet où les développeurs se sont un peu saisis et ont conçu des expériences exposées aux clients. Pour parler des marques qui ont fait ces choix, au moment où on lançait Alexa en France en juin 2018, on avait vraiment le souhait d'avoir des marques très iconiques parce qu'elles sont rassurantes, mais parce qu'elles vont aussi faciliter le processus de décision, finalement, de s'équiper de ce type de device. Et vous pouvez trouver des marques aussi connues que Télé Loisirs, ou SNCF, Air France, RATP, j'en passe et des meilleurs. Et toutes avaient, quelque part, un souhait différent au moment où elles se sont posé la question de savoir si elles allaient se décliner sur cet écosystème-là. Et pour revenir un petit peu sur leur motivation, oui, SNCF, ce qu'ils avaient en tête, c'était d'améliorer la customer journey, de faciliter la possibilité donnée aux clients d'avoir des informations sur leur voyage. Marmiton, qui est une skill largement plébiscitée et largement utilisée par les clients aujourd'hui, c'était la possibilité d'accompagner finalement le client dans la conception d'une recette. Il suffisait de dire à Alexa, Alexa, j'aimerais cuisiner un bœuf stroganoff ou ce que vous voulez. Et la promesse, c'était ça. Et aujourd'hui, la promesse est tenue. La fourchette, c'était simplement de faciliter la prise d'un rendez-vous et de se dire, Alexa, j'aimerais réserver un restaurant 3 étoiles pour 2 personnes demain à Opéra. Domino Pizza, il y avait une stratégie qui était un petit peu différente, c'était d'occuper le terrain et d'être là les premiers. Donc ils ont souhaité être présents. Ce qui est intéressant avec Domino Pizza, c'est que vous pouvez littéralement payer et commander votre pizza en utilisant votre compte Domino Pizza, effectuer un paiement et être livré de vos pizzas favorites. Télé Loisirs, on avait un besoin, c'était
être capable de répondre à une question qui est extrêmement triviale, qui est « qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir ?» Et comme Alexa n'était pas par elle-même capable de répondre à cette question, il était important pour nous de donner la main finalement à des gens dont c'est l'expertise. Et c'est vraiment le principe des skills. C'était de reconnaître qu'à un moment donné, Alexa a atteint quelque part son seuil d'incompétence et que de l'autre côté, on a des partenaires dont c'est l'expertise et dont c'est le métier qui vont être capables d'apporter ce niveau d'information aux clients. Et puis Akinator, vous le connaissez, c'est le génie qui devine la personnalité à laquelle vous pensez. On est dans une logique divertissante, on est dans une logique de gaming, mais on est dans une logique de gameplay différente. On interagit par la voix. Et pour la petite histoire, ce qui est intéressant avec Akinator, c'est que c'est un acteur mobile et c'est un acteur qui a effectué un shift assez fort pour se positionner sur la voix. Et aujourd'hui, Akinator est une skill plébiscitée dans quasiment tous les pays où Alexa est présente. Et ça marche très bien. Pour revenir sur quelques chiffres qui vous donnent un petit peu plus de visibilité sur là où on s'est arrêté fin 2018 après avoir lancé Alexa en juin 2018. Les chiffres ont un peu évolué entre-temps. Mais on avait plus de 1000 skills disponibles fin 2018. Aujourd'hui, on est à peu près à 1400. Donc vous voyez qu'il y a une croissance assez vertigineuse. On a à peu près 80 000 skills dans le monde. Mais ce n'est pas tant le chiffre qui est intéressant derrière, c'est surtout de se dire que les développeurs se saisissent de cette opportunité pour créer des petites expériences. Une des catégories qui a cru de manière la plus importante, c'est la catégorie enfants. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à accompagner des développeurs que vous connaissez ou des développeurs que vous connaissez moins, des Universal Studios ou des Shirkalab, dont on parlera un petit peu après, pour concevoir des expériences où l'enfant peut apprendre à compter, peut apprendre tout seul à écouter des comptines ou même lancer une berceuse. Et toutes ces expériences sont riches parce qu'elles sont optimisées pour l'écran, mais aussi parce qu'elles sont personnalisées. Dans la plupart du temps, elles se souviennent du prénom de l'enfant. La domotique est aussi un sujet extrêmement important. Au lancement d'Alexa, on avait 700 Work with Alexa badges. Ça veut dire que vous aviez 700 produits disponibles sur Amazon qui ont été certifiés et qui permettaient aux clients de se dire « ce produit fonctionne avec Alexa ». Akinator, on en a parlé, c'est une vraie success story, on est particulièrement heureux de ce qu'on arrive à faire avec eux. Et puis on a eu des deals qui ont été vraiment des changements, des ruptures, et le deal avec Free en est un. J'aimerais prendre 2 minutes pour parler d'autre chose qui, à mon sens, est très symbolique de ce qu'on essaie de bâtir en France. C'est arriver à faire émerger une petite nation des voice developers. Vous connaissez peut-être pas ces noms-là, Shirkalab, Taiwa, Cybronix. Mais ce sont des petites structures qui sont nées sur les fondations et sur le lancement de la voix et d'Alexa en France. Donc on est particulièrement fiers d'avoir pu contribuer à développer un petit maillage d'entrepreneurs qui se sont lancés et qui aujourd'hui sont parmi ceux qui réussissent à développer les skills les plus pertinentes et les plus impactantes pour les clients, mais qui aussi s'avèrent être des marques qui savent ou des agences, dans certains cas, qui savent accompagner des marques qui souhaitent se décliner sur Alexa. Donc ça dit aussi autre chose sur le fait que des petits développeurs peuvent se saisir d'opportunités, développer des skills de leur côté et arriver à émerger. L'autre chose qu'on fait pour accompagner ces développeurs-là, les plus petits, c'est qu'on a un programme qui s'appelle Amazon Developer Reward. Et Amazon Developer Reward permet à ces développeurs de gagner de l'argent. Comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent ? C'est sur la base de l'engagement et de la qualité des skills qu'ils ont pu concevoir. Donc, tous les mois, on va pouvoir dresser une liste des meilleures skills, en tout cas celles qui ont été plébiscitées par les clients, les plus installées, celles sur lesquelles on voit une rétention forte. Et en fonction de ces éléments-là, on va être capable de rémunérer ces petits développeurs, l'idée étant de pouvoir les incentiver et les encourager à continuer à développer. Puis un autre point qui n'est pas anodin et qui peut dire quelque chose du changement fondamental que Alexa a finalement généré, notamment aux yeux des retailers. Vous connaissez Amazon, vous savez qu'Amazon n'est pas forcément le meilleur copain des retailers, mais Alexa a permis de débloquer des situations et des échanges et des collaborations avec des retailers comme Monoprix ou comme Boulanger, qui non seulement ont conçu des skills, donc vous pouvez trouver ces skills aujourd'hui sur le Skill Store, mais en plus de ça, Monoprix et Boulanger distribuent les appareils de la gamme Eco. Donc, considérez bien qu'au regard de tous ces éléments-là, on est face à quelque chose qui a modelé et changé un petit peu l'écosystème français.
Question que tout le monde se pose, c'est elles sont où ces skills? Comment est-ce que je les trouve? Si vous êtes client Amazon, vous êtes familier entre guillemets du fait qu'on a des catégories de produits. Et bien, pour les skills, c'est pareil. On a ce qu'on appelle un skill store qui est disponible à plusieurs endroits. Il est disponible sur le web. Quand vous cherchez les skills sur Amazon, vous allez tomber sur ce skill store. Vous pouvez les installer directement depuis ce skill store si vous avez un compte Alexa. Et vous avez aussi la possibilité de retrouver l'exacte réplique de ce skill store sur l'application compagnon Alexa qui est disponible sur tous les stores, que ce soit Android ou iOS. Et au sein de cette application qui vous est nécessaire pour configurer votre compte, vous allez aussi pouvoir voir l'ensemble des skills qui sont éditorialisés, promus et exposés aux clients. Mais si on se limitait simplement à un skill store, on perdrait quelque chose. On perdrait quelque chose de fondamental, qui est le fait de donner la possibilité aux clients de découvrir des skills par la voix. Et ça, je parlais des équipes marketing qui s'occupent de ça. C'est fondamentalement leur métier de s'assurer que quand une question est posée à Alexa, on passe la main convenablement à la bonne skill. Vous avez plusieurs options pour découvrir une skill. Vous avez le Skill Store. Vous pouvez aussi lancer une skill en disant « Alexa, ouvre marmiton ». Mais la façon la plus naturelle de poser la question, ce serait plutôt de dire « Alexa, donne-moi une idée de quelque chose à cuisiner pour ce soir ». Ça s'énonce naturellement comme ça. Et donc, charge à nous de faire ce lien entre la bonne skill et la demande qui a été formulée. Pareil, on parlait de télé-loisirs, on se disait « Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir ?» De la même manière, il faut qu'on passe la main à télé-loisirs. Et il faut qu'on passe la main à la skill qui est la plus indiquée et qui est la meilleure. Ceci dit, on est tout à fait capable d'imaginer qu'à un moment donné, on va être confronté à une situation où il y a une skill qui va devenir meilleure qu'une autre. On est toujours dans une optique où il faut satisfaire le client et s'assurer qu'on va pouvoir lui offrir la meilleure expérience, quelle que soit la demande qu'il va pouvoir formuler. Pour parler un petit peu de la façon dont ça se passe derrière, derrière étant dans le cloud principalement. Quand un client formule une requête, on va processer différentes choses. Donc la première requête est formulée par la voix et Alexa va s'éveiller quand elle va reconnaître le mot d'éveil. Il y a 3 mots d'éveil que vous pouvez configurer qui sont Alexa, Echo ou Amazon. Et quand ce mot d'éveil est entendu, Alexa va écouter. Elle va capter l'information et la demande que vous allez formuler et elle va être passée dans le cloud. Là, il va se passer 2 choses. La première chose, c'est du speech recognition, c'est-à-dire d'arriver à transférer en texte, finalement, le tronçon audio qui a été capté. Puis, il va se passer une deuxième chose, c'est le Natural Language Understanding, c'est-à-dire donner du sens, finalement, à ce qui a été compris. Tout ça est processé dans le cloud et c'est Amazon qui s'en occupe. Ce que va récupérer le développeur, c'est un intent. C'est finalement une commande. Et cette commande, elle va être amenée à interagir avec le back-end de la skill, en l'occurrence, et charge à ce back-end de restituer la réponse qui correspond. Et cette restitution peut se faire de différentes manières. Elle peut se faire en format texte. Et là, on a du text-to-speech, c'est-à-dire que c'est la voix d'Alexa qui peut retranscrire la réponse. On peut avoir un format audio. Et tout ça peut être accompagné également par un rendu visuel sur les écrans, si jamais vous avez un device avec écran. Pour parler des sujets qui vont venir et qui sont déjà d'une certaine manière présents au sein de notre écosystème, il y a le multimodal, on en a déjà parlé. Donc pour bien définir ce que c'est que le multimodal, c'est cette technologie qu'on met à disposition des développeurs pour enrichir l'expérience. Ce qu'on a remarqué, c'était que les appareils qui disposaient d'un écran et les skills qui étaient optimisés pour ces appareils-là engager davantage avec les clients. On a une logique de répétition d'usage de la skill qui est plus forte, on a une logique d'engagement et une logique de rétention qui est bien plus importante. Du coup, c'est une incitation forte qui est donnée aux développeurs pour ne pas seulement se concentrer sur la conception de les skills en tant que telle, mais aussi de pouvoir l'accompagner avec cette logique de rendu visuel. Je reviens sur un point qui était mentionné sur la skill précédente, c'est l'in-skill purchasing. Si vous êtes tous familiers avec l'écosystème applicatif, vous savez ce que c'est que l'in-app purchase. Aujourd'hui, aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, en Allemagne, on a lancé ce qu'on appelle l'in-skill purchase. Et c'est la possibilité donnée à des concepteurs de skills de pouvoir monétiser. On pouvait déjà monétiser auparavant.
via notamment Amazon Pay. Je ne sais pas si vous avez vu cette skill au moment où l'incendie de Notre-Dame avait lieu, mais il y a une skill Notre-Dame qui a été créée et qui permettait aux clients de faire une donation. Demain, en France, on pourra également effectuer des achats in-skill sur des produits digitaux, en pouvant envisager un achat à l'acte, en pouvant envisager un abonnement, ou en pouvant imaginer d'acheter un produit qui aura une durée de vie finie. Ça, c'est un bon moyen pour les développeurs de commencer à monétiser, à gagner de l'argent, en plus de ce qu'on a évoqué auparavant pour les plus petits développeurs via le programme Amazon Developer Reward. Et on sait que ça ouvre la voie à beaucoup de choses. Ça ouvre la voie notamment à pouvoir convaincre des développeurs de travailler sur des expériences où la logique d'achat est fondée, où on va pouvoir enrichir finalement l'expérience en pouvant rajouter des nouveaux items. Le jeu, le gaming s'y prête énormément. Donc ça, c'est des sujets qui vont arriver probablement à un moment donné en France. Mais le message qu'il y a derrière, c'est de se dire que Alexa est déjà une plateforme où les développeurs peuvent gagner de l'argent. Bâtir pour la voix. Tout ça, c'est bien d'avoir des skills, ça a l'air intéressant, mais on commence par où? Et quelles sont les questions qu'on va devoir se poser pour envisager de développer une skill? Finalement, il faut partir d'un point central qui est quel est le cas d'usage. Et le cas d'usage, pour des marques qui sont déjà établies, qui ont déjà une existence sur du mobile ou qui ont déjà une existence sur le web, c'est finalement de se dire de quelle manière les clients interagissent avec moi au quotidien. Qu'est-ce qu'ils cherchent comme information? Et il ne faut pas essayer de partir dans une logique où on va créer une skill qui est complètement en déconnexion avec son ADN et avec la promesse de la marque vis-à-vis du client. Il faut vraiment essayer de se dire je dois capitaliser sur les 80% de raisons qui font que les clients interagissent avec moi et je dois utiliser Alexa et la voix comme un moyen de les accompagner d'une manière radicalement différente. Ça, c'est la customer value. Il faut qu'elle soit perceptible pour le client. C'est toujours sous contrainte de complexité. C'est toujours sous contrainte de complexité potentiellement technique, potentiellement parce que le design conversationnel est quelque chose de nouveau et qu'il faut pouvoir bien appréhender, qu'on n'a pas toujours l'expertise pour, et qu'il faut aussi trouver des bonnes raisons pour que le client revienne régulièrement consulter ma skill. Avoir une skill qui est une skill Kleenex, qui serait posée et avec laquelle le client ne va pas forcément interagir très souvent, c'est quelque chose de pénalisant. Donc il faut arriver à trouver au sein de l'expérience de la skill des raisons de revenir régulièrement. Je vais prendre un exemple. Air France, qu'on a eu la chance d'accompagner, au début, spontanément, s'est dit « je vais aider les clients à comprendre ce qu'ils doivent mettre dans leur valise quand ils vont préparer un voyage ». La question qu'on a posée à Air France, c'est « est-ce que vous êtes fondamentalement convaincu que c'est la principale raison pour laquelle les clients vous sollicitent ?» Et non, c'est peut-être 5 à 10% des requêtes. C'est exactement ça. La définition du use case, c'est de ne pas se tromper de cible, c'est de ne pas se tromper de promesse. Et d'essayer de faire en sorte que le client soit servi pour ce qu'il cherche, à savoir les horaires potentiellement de ses vols, le statut de son vol et des informations relatives à la proximité, par exemple, de l'aéroport et combien de temps il va pouvoir mettre pour y aller. Bâtir une skill, c'est moins compliqué que bâtir une application mobile, mais ça répond à pas mal de codes. Et il y a un cycle de conception qui est très particulier. Donc la phase initiale, c'est vraiment le product planning, c'est le scoping. C'est-à-dire que vous n'avez pas commencé à développer, mais vous avez identifié le ou les cas d'usage que vous allez souhaiter voir couverts au sein de la skill. La deuxième partie, c'est le voice design. Et le voice design, c'est nouveau pour tout le monde. Et le voice design, ça revient à dire quelle est la conversation et quel arbre de conversation je vais pouvoir définir entre la skill et le client. Donc il y a des jeux de rôle qui peuvent faciliter cette conception-là, où vous mettez finalement une personne qui va jouer le rôle d'Alexa et qui va répondre en fonction d'informations qu'elle va avoir, et vous avez une autre personne qui va jouer le client. Et vous allez vous rendre compte que finalement, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, et qu'il faut passer du temps sur ce sujet-là parce qu'il est fondamental. Parce qu'une fois que vous passez sur la phase de développement, si la partie design conversationnel a été un petit peu ratée, c'est compliqué de revenir en arrière. Donc cette phase de scoping, du cas d'usage,
et du voice design est fondamental. Derrière, il faut réitérer. On est encore dans un métier qui est très artisanal. Il faut réitérer, il faut tester, il faut corriger. Et puis ensuite, vous rentrez dans un cycle de certification. Une fois que votre skill est prête, vous la soumettez et vous avez une équipe chez Amazon qui va la tester fonctionnellement, qui va s'assurer qu'en termes de sécurité, il n'y a pas de faille, et qui va s'assurer qu'en termes de policy, les contenus qui sont au sein de la skill ne viennent pas en infraction avec les règles. Et puis derrière, une fois que la skill est certifiée et live, vous pouvez commencer à communiquer dessus. Nous aussi, on va communiquer dessus. Et on va voir quel levier on va pouvoir utiliser. Donc le design, ce qui est fondamental et les messages à garder en tête, c'est quoi? Il faut capitaliser sur l'ADN de votre marque. C'est ce que les clients vont vouloir rechercher. Ce qui est important aussi, et ce qu'on voit parmi les skills qui aujourd'hui sont les plus pertinentes, c'est celles qui ont des contenus audio. Ne pas forcément miser que sur du text-to-speech. Prenez une skill comme Affaires sensibles. Affaires sensibles, c'est un podcast de Radio France qui est bien connu. L'intégralité des prompts au sein de la skill sont des prompts enregistrés par la voix de l'animateur. Le design conversationnel et l'interactivité sont clés. Il faut que dans la façon dont vous concevez la skill, ce soit vraiment au cœur de votre préoccupation. Le plus simple, le mieux. Ne bâtissez pas quelque chose de trop complexe au début. Et puis, les développeurs doivent aussi contribuer à faire la promo et éduquer leurs clients autour de leurs skills. Et promouvoir les skills, vous avez toujours le Skill Store, vous avez des emailings que les clients Amazon reçoivent, ou les clients Alexa reçoivent, et qui leur présentent les nouvelles opportunités de découvrir des nouvelles skills. Mais ce qu'on attend aussi et surtout, c'est que les marques finalement se saisissent du sujet et puissent aussi éduquer leurs clients sur l'opportunité qui leur est donnée de pouvoir interagir avec ces marques au travers d'Alexa. J'ai un petit peu dépassé, mais je vous remercie beaucoup.